Bonjour, merci de nous rejoindre sur cette dernière journée des Digital Week Algam. Donc nous allons ce matin parler essentiellement de QSC, donc de l'écosystème et des dernières nouveautés. Mais donc au préalable, je vous informe donc que cette session va être enregistrée, donc bien évidemment vous pourrez la regarder plus tard si vous voulez vous remémorer quelques-uns des détails qu'on va aborder ce matin. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat qui est dédié à cet usage, afin qu'on puisse y répondre en direct, donc en cours de session et à la fin de la session. On a deux slots pour répondre aux questions. Voilà, donc aujourd'hui, on va aborder ce fameux écosystème QSC. Alors, on va parler un petit peu, effectivement, de l'écosystème en tant que tel. On va parler aussi évidemment des processeurs, puisque c'est quand même le cerveau de ce système-là, donc la famille Core et surtout les nouveaux modèles petits formats qui sont arrivés cette année, donc qui seront disponibles du coup début 2021. On va parler aussi des capacités de cet écosystème à s'intégrer en conférence et en vidéo, donc à gérer cette nouvelle façon de fonctionner que nous connaissons tous maintenant, donc qui est la visioconférence et les communications distantes. On va parler aussi des capacités de contrôle, de l'amplification et de la diffusion qui font aussi partie de l'écosystème Q6, du réseau QLAN qui est bien évidemment le cœur de cet écosystème, puisque c'est ainsi que nous allons transporter tous nos signaux audio. Et puis on va faire un petit point très rapide sur le Q6 Reflect, donc l'Enterprise Manager, qui permet de superviser un petit peu tous ces éléments. Donc pour commencer, l'écosystème Q6, qu'est-ce que c'est que cet écosystème? Qu'est-ce que ça permet de faire? Donc on a en fait audio, vidéo et contrôle intégrés nativement dans ce système. Si on regarde un petit peu la vision de QSC sur cette famille de produits, puisqu'en fin de compte, l'écosystème comporte un certain nombre de références qui sont toutes imbriquées les unes dans les autres. L'avantage d'un écosystème de ce type-là, c'est qu'on va savoir gérer audio, vidéo, contrôle, traitement, mise en réseau, intégration et surveillance avec la même plateforme. Donc une simplification en l'occurrence de l'intégration, de la gestion, des préconisations en amont et aussi du support en aval. Donc un seul fabricant, une seule vision de cette conception, de cet écosystème, une seule équipe de développement, ce qui est très pratique parce que du coup, tous les périphériques qui vont être développés ou tous les produits qui vont être développés dans cette gamme sont cohérents les uns par rapport aux autres. Ils s'intègrent parfaitement les uns avec les autres et surtout s'intègrent avec le même outil, on le verra un petit peu plus loin. Donc, une seule plateforme. Et cette plateforme va permettre de faire énormément de choses, donc, parce qu'on dispose d'entrées-sorties audio et vidéo locales et en réseau. On peut dimensionner notre système de façon idéale, puisque avec les nouveaux corps petits formats, on a du coup la possibilité de choisir et de sélectionner le processeur au plus près du besoin, en ne faisant aucun sacrifice sur les fonctionnalités, puisque toute la famille Core dispose exactement des mêmes fonctionnalités. Après, c'est une histoire de ressources, mais on le verra un petit peu plus loin aussi. On a cette optimisation donc, pour les espaces de réunion connectés, puisqu'on est compatible avec l'intégralité des soft codecs existants à l'heure actuelle sur le marché, voire même avec certains logiciels de réalisation. Typiquement, on sait utiliser un système QSC avec OBS Studio si on a envie de faire du streaming, et on sait bien évidemment l'utiliser avec tous les soft codecs du marché. On a en plus des certifications qui sont arrivées récemment, donc typiquement Microsoft Teams en fait partie. On est certifié aussi Google Meet. Et donc QSC travaille avec Zoom pour obtenir aussi la même validation. Donc voilà, cette plateforme va permettre du coup de réduire la complexité de mise en œuvre, de réduire la complexité de préconisation en amont et en plus de pouvoir évoluer au fil du temps, puisque c'est une plateforme qui est énormément évolutive, puisque beaucoup de périphériques sont en réseau. Vous rajoutez un périphérique réseau, vous pouvez rajouter comme ça une salle entière à un système déjà existant sans aucun problème. Alors, QSC a voulu justement avoir une approche un petit peu différente des autres fabricants de DSP, dans le sens où plutôt que d'utiliser, comme chez la majorité des fabricants à l'heure actuelle, d'utiliser des puces DSP dédiées pour chacun des usages, donc une puce pour l'anti-écho, une puce pour le traitement des entrées-sorties, et une puce pour... voilà. Ce qui amène tout de suite beaucoup de limitations, en fin de compte, en termes de puissance.
QSC a choisi de développer ça de façon complètement différente. Et donc, ils se sont basés sur un processeur générique. Donc, du coup, on a une plateforme Intel au format industriel dans les corps, sur lesquels donc, on a un noyau Linux, et je précise bien noyau, puisque là, il n'est pas question d'embarquer un système d'exploitation dans son intégralité. Donc, on prend le système au plus simple, de façon à n'avoir que les éléments dont on a absolument besoin. Et là-dessus, donc, QSC a développé des pilotes et des algorithmes au standard I3E, de façon à rester compatible avec le monde de l'informatique, hein, puisque les communications unifiées à l'heure actuelle sont majoritairement gérées par les services IT. Et donc, ça nous donne cette fameuse plateforme Q6 qui, en fin de compte, est une plateforme logicielle. Et ce qui nous permet de la transposer sur à peu près tous les supports à base de processeurs Intel, ce qui nous a permis d'avoir par exemple le Core 5200 dont on parlera un petit peu plus loin tout à l'heure. Alors, toute cette puissance va nous permettre justement de pouvoir avoir des usages très divers avec cette machine, comme par exemple, bien évidemment, l'anti-écho acoustique qui est partie intégrante d'un système de visioconférence, puisque c'est quand même grâce à ça qu'on a justement ce confort d'utilisation. Et l'anti-écho acoustique est un des processus qui prend énormément de ressources de traitement. Et puis, on va avoir des choses qu'on ne trouve que sur les machines QSC, comme par exemple un lecteur audio multipiste. Vous avez jusqu'à 16 pistes de lecteur audio intégré avec du stockage. On va trouver un moteur de script qui va nous permettre d'automatiser un petit peu, enfin même beaucoup, les interfaces utilisateurs, les solutions qui sont déployées chez les clients finaux. Mais aussi de créer des plugins donc pour pouvoir piloter des périphériques tiers. Donc en fait, on a vraiment avec le Q6 une plateforme d'automation en tant que telle. On en reparlera un petit peu plus tard. On va trouver donc aussi cette fameuse interface audio USB qui va nous permettre de nous interconnecter avec les ordinateurs hébergeant les soft codecs. Et puis, typiquement, on va trouver dans les mêmes machines de la VoIP de façon quasi systématique. Après, donc, le nombre de lignes variera en fonction de la machine, mais on a de la VoIP intégrée qui fonctionne directement avec les serveurs de type Cisco Call Manager ou Avaya ou autres systèmes VoIP. Ensuite, on a bien évidemment les entrées-sorties, puisque quelque part, on a quand même besoin de récupérer de l'audio et de la vidéo pour que ça puisse fonctionner. Donc, on va avoir des entrées-sorties analogiques et numériques qui vont pouvoir être soit locales, soit déportées en réseau. Et puis, on est natif maintenant avec, donc bien évidemment, le QLAN, qui est le réseau de base de QSC, compatible à 100% avec l'AES67, aucun problème. Et puis, depuis peu, donc l'accord avec Audinet ayant abouti, on a la possibilité d'avoir du Dante dans les machines de façon native, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de rajouter une interface, une carte optionnelle ou quoi que ce soit. Le Dante est disponible directement sur les mêmes prises réseau que celles utilisées pour le QLAN. Et donc, de base, QSC offre 8 bits en Dante, et après, c'est extensible par jeu de licence jusqu'à 32 sur 32 in, 32 out sur le Core 110. Et puis, on prend en charge aussi des réseaux tiers. Alors, AES3, AVB, il y a des cartes PHY donc, qui vont permettre de gérer ces réseaux tiers. Anecdotiquement aussi, le CobraNet qui a tendance à avoir quasiment disparu, mais qu'on trouve encore à de rares occasions. Donc, on sait aussi éventuellement s'interfacer avec ce genre de réseau un petit peu ancien. On a aussi donc, ces possibilités de distribution vidéo donc, avec de la commutation et l'intégration avec la conférence web. Donc, l'avantage de cette solution, c'est qu'avec un seul et unique câble USB, on va pouvoir récupérer l'image de la salle et le son de la salle, l'envoyer au distant, récupérer le distant, le diffuser localement, et en parallèle, donc, pouvoir gérer la commutation des sources vidéo de la salle pour pouvoir afficher tout ça sur les écrans. Donc, ça permet de simplifier le système, de limiter le nombre de boîtiers d'extension et d'interconnexion. Et puis, on supprime surtout les potentiels désagréments qu'on pourrait avoir avec des switches ou des hubs USB ou HDMI qui, donc, en général, amènent des problématiques de connectique et de fiabilité. Donc, cette intégration USB, elle est un peu plus simple, hein, puisque vous trouvez ce port USB sur la majorité des corps et sur, bien évidemment, un certain nombre de périphériques déportés, donc qui vont pouvoir s'intégrer parfaitement avec la salle de réunion. Alors, on en voit deux exemples ici, on reviendra un petit peu dessus tout à l'heure.
Et puis donc, on a ce fameux moteur de script qui va nous permettre d'automatiser notre salle, donc de pouvoir gérer l'allumage des écrans, de pouvoir gérer potentiellement même la lumière dans la salle si on a des variateurs, avec des protocoles comme KNX ou DALI. On va pouvoir du coup générer des plugins pour pouvoir piloter tous ces périphériques tiers. Et donc du coup, on a ce moteur de script qui se base sur le langage Lua, avec en plus un petit outil très pratique qui est un outil de codage visuel. Alors, on reviendra aussi dessus tout à l'heure, mais vous en avez un aperçu ici, qui permet du coup de simplifier l'approche de l'apprentissage de ce langage de script. Et puis, bien évidemment, donc, toutes ces fonctionnalités logicielles qui font partie intégrante du système, donc VoIP, anti-écho-acoustique, l'intégration des périphériques Dante et tous les outils possibles et imaginables pour gérer votre audio. Des EQ, des filtres de réponse impulsionnelle, des mélangeurs auto, des composants de gate, des composants de contrôle logique. L'outil est vraiment très fourni en termes de composants permettant de gérer notre système. On a bien évidemment donc maintenant cette capacité du système Q6 de devenir l'infrastructure audiovisuelle de référence pour les intégrations justement avec tous les soft codecs existants sur le marché. Il est important de souligner, là, comme je le disais tout à l'heure, les certifications, donc le travail que QSC produit pour se rendre compatible et du coup avoir cette certification. Donc la certification Teams est maintenant réelle, elle existe, elle a été validée par Microsoft et par QSC. Donc ça permet à un produit comme par exemple le Core 110 d'être certifié Teams. Ça permet aussi à certains éléments de la chaîne, puisque sur une solution Teams, en fin de compte, ce n'est pas seulement les produits qui doivent être certifiés, mais en fait l'intégralité de la solution. Donc là, en l'occurrence, si vous prenez Core 110, les amplis de la série SPA, les haut-parleurs ADS, vous avez tous ces éléments-là qui sont certifiés avec l'interface à l'USB Bridge qui va permettre de gérer l'USB. Tous ces produits-là sont certifiés Teams et font donc partie du plan de maintenance proposé par Microsoft quand il s'agit de cette certification. On va trouver aussi donc, dans cette chaîne audio, comme je le disais à l'instant, les amplificateurs et les haut-parleurs. Donc, les amplis réseau s'intègrent intégralement avec le design. Donc, ce sont des composants qu'on va pouvoir intégrer dans la conception, dans la schématique, et qui vont donc pouvoir être configurés à distance et surtout monitorés à distance. Donc, on va pouvoir superviser les amplis, savoir exactement ce qui se passe dedans et détecter la moindre anomalie en amont pour pouvoir être justement proactif sur l'installation. Et puis, les haut-parleurs, l'intégration des haut-parleurs est très intéressante puisque ça va nous permettre de la même façon qu'on le fait avec les amplis, de mettre les haut-parleurs dans le design et du coup de faire en sorte que l'ampli qui est en amont sache quel type de haut-parleur il va avoir de connecté et du coup se configure automatiquement en conséquence. Donc si c'est un haut-parleur large bande, l'ampli se configurera avec simplement une courbe de réponse en fréquence prédéfinie. Si c'est un ampli multivoix, par exemple 2 ou 3 voix, l'ampli va se configurer en mettant en œuvre des crossovers, en mettant en œuvre éventuellement des délais d'alignement entre les fréquences basses et les fréquences aiguës pour que la réponse du haut-parleur soit la plus neutre possible et qu'en fin de compte, quand vous allez faire votre déploiement dans la salle, la seule chose que vous ayez à gérer, c'est une EQ pour la salle. Donc, simplification à nouveau de la mise en œuvre avec ce type de système. Donc, si on regarde un petit peu en résumé cet écosystème, on a ici une représentation typique de ce que ça pourrait donner dans le cadre d'un déploiement. Donc, on va avoir le cerveau du système qui est notre fameux processeur logiciel, donc la famille Core. On va avoir nos switches qui vont être, donc qui se basent sur des protocoles réseau standards, bien évidemment, au standard I3E, qui donc vont servir à transporter tous nos signaux audio et vidéo. Et puis donc derrière, en fin de compte, ce ne sont ni plus ni moins que des périphériques réseau qui vont pouvoir être connectés sur le système pour gérer donc à la fois la partie vidéo et USB, pour gérer les entrées-sorties audio, que ce soit des interfaces d'entrée directe ou des amplificateurs. Les haut-parleurs sont aussi des périphériques de cet écosystème, et puis bien évidemment les interfaces de contrôle qui font aussi partie de l'écosystème en tant que périphérique. Donc, vous voyez, cette famille, en fin de compte, est relativement simple en termes de composition,
mais permet d'aller très très loin en termes de réalisation. Et puis on a bien évidemment pour chapeauter tout ça, le Q6 Reflect qui sera disponible au courant de l'année prochaine en Europe et qui va permettre de superviser tout cet ensemble, donc de savoir depuis un simple portail, d'avoir une vision d'ensemble de tous les systèmes QSC disponibles au sein d'une entreprise ou d'un site en fonction de la façon dont on le configure, et donc d'avoir en temps réel l'état de tous les éléments qui composent ce système et d'avoir donc des indicateurs de fonctionnement permettant de voir si tout va bien ou si éventuellement il y a quelque chose à faire. Voilà, donc on a ici quelque chose de très à la fois très puissant, mais à la fois très simple à appréhender en termes de références, de nombre de références. Donc la préconisation s'en trouve simplifiée et la mise en œuvre aussi. Alors maintenant, on va regarder un petit peu cette famille de processeurs, donc cette famille Core. Alors, bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, chaque Core qui compose cette famille repose exactement sur la même architecture, donc cette plateforme Intel Linux Driver i3E, conforme aux normes informatiques en vigueur. On a exactement le même moteur de contrôle, donc le Lua, le script Lua, disponible dans absolument toutes les machines. Et on utilise la même suite logicielle, donc le Q6 Designer, pour construire le système. Donc en fin de compte, ce qui est pratique là-dedans, c'est que quel que soit votre système, vous pouvez, quelle que soit la taille de votre système, vous pourrez le faire évoluer au fil du temps en simplement faisant des jeux de chaises musicales entre vos références produits. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de puissance, rien n'est plus simple de remplacer un corps par un autre en simplement substituant les références et les blocs d'entrée-sortie dans votre design. Donc ces nouveaux, cette famille Core donc, comporte des nouveaux membres qui sont arrivés donc, sur cette fin d'année, alors qui seront disponibles finalement, on va dire début 2021, hein, le temps que tout ça se mette en place. On va retrouver donc 3 machines qui vont nous permettre, en plus donc, des 3 existantes à l'heure actuelle, donc Core 110, 510 et 5200, vont nous permettre d'avoir encore plus de granularité dans le choix des processeurs qui vont composer nos systèmes. Ces processeurs donc, vont pouvoir disposer soit d'entrée-sortie audio analogique et réseau, ou d'entrée-sortie audio en réseau seulement, ou alors, si on a une salle complètement autonome et qu'on veut pouvoir gérer à la fois l'image et le son, on va avoir ici un modèle qui va nous permettre de gérer des entrées-sorties audio en réseau et en plus une distribution vidéo locale. Donc on va regarder un petit peu plus en détail. On va donc parmi ces produits retrouver le Core 8 Flex, qui en fait n'est ni plus ni moins qu'un demi-Core 110. En termes de capacité ici, hein, donc si on regarde, je vous laisse prendre connaissance des capacités de traitement, mais finalement, quand vous comparez ce produit avec le Core 110, vous apercevez qu'il a la moitié des ressources disponibles sur un Core 110, mais ce n'est pas pour autant qu'il est moins performant et moins puissant, puisqu'en fin de compte, vous allez pouvoir retrouver ici les fameux ports flex que vous ne trouvez que sur les produits QSC, hein, qui peuvent être configurés soit en in, soit en out, dans le logiciel, dans la conception, avec bien évidemment alimentation fantôme et préampli si vous les utilisez pour rentrer des micros. Et donc ces ports flex vous permettent d'avoir une souplesse de configuration très importante qui vous permet de vous adapter en fin de compte à la majorité des cas de figure. Vous retrouvez des GPIO, vous allez retrouver du RS-232 pour éventuellement piloter des produits qui ne pourraient pas être contrôlés en IP. Vous allez retrouver un port USB-C et USB-B. Alors, c'est le même port, c'est juste qu'on a ici le choix de la connectique, puisque l'USB-C commence à se démocratiser un petit peu plus maintenant. Donc, USB-C laisse le choix justement du type de connecteur. Et donc, qui va nous permettre de nous interfacer avec les soft-codecs du marché. Et puis, comme toujours sur les processeurs Core, 2 prises réseau, donc LAN A, LAN B, pour faire soit de la redondance réseau, hein, comme on a l'habitude de le faire aussi sur le Dante. Donc, c'est logique qu'on ait aussi cette sécurité sur les systèmes Q6. Ou alors de faire de la séparation de réseau. Donc, typiquement, par exemple, connecter ce réseau LAN B sur l'infrastructure du client pour pouvoir gérer la VoIP et donc aller se connecter avec le serveur SIP du client. Voilà. Après, en termes de caractéristiques, donc de fonctionnalités logicielles, donc on a moitié moins de canaux réseau que sur le Core 110, hein, donc 64 in, 64 out. 8 processeurs AEC, donc typiquement ce produit-là avec les micros
de la famille MX Advance Shure sera tout à fait approprié, puisque si on prend typiquement un MX 910, on va pouvoir l'intégrer très directement avec le Core 8 Flex et ses 8 canaux d'AEC. D'autant plus qu'on dispose bien évidemment sur ce processeur de 8 in, 8 out inclus donc à la sortie du carton, Dante, qui vont permettre éventuellement même de connecter ce micro en Dante directement plutôt qu'en AE67. Donc là, encore plus de simplicité. On dispose, comme je le disais tout à l'heure, des mêmes capacités en termes d'utilisation du moteur de script. Et bien évidemment, on dispose d'une réserve de puissance de toute façon très conséquente qui nous permet d'utiliser ce processeur éventuellement même pour faire de la gestion de salles modulaires ou de pouvoir gérer, par exemple, 2 salles de façon centralisée sans aucun problème. Ces machines, donc les 3 petits processeurs, sont au format demi-rack, ont une alimentation interne, et bien évidemment, comme toujours chez QSC, tous les accessoires sont fournis, les accessoires de montage permettant d'en mettre éventuellement 2 côte à côte, ou un processeur, un ampli, ou de disposer ce processeur dans une baie de façon décentrée ou centrée. Tout ça, c'est fourni dans la boîte. Ensuite, on a dans cette gamme le Core Nano, qui lui, en fin de compte, est exactement le même, mais sans les entrées-sorties locales. Donc, en fait, ce qu'il faut bien appréhender, et on en a parlé depuis le début de la semaine à plusieurs reprises, c'est que dans les installations de salles de visio, de plus en plus de produits, et c'est aussi ce que je disais au début de ce webinaire, de plus en plus de produits faisant partie de la salle de visio sont en fait, ni plus ni moins à l'heure actuelle que des périphériques réseau. Donc, typiquement, caméra IP, dalle de contrôle en réseau. Amplificateur Dante, c'est du réseau. Les micros, famille MX Advance, c'est du réseau aussi. Donc, globalement, il y a des cas où on n'a pas forcément besoin d'avoir des entrées-sorties locales, finalement. Et donc, du coup, le Core Nano trouve ici toute sa place parce qu'il va nous permettre, en fin de compte, de faire des économies, puisque, bien évidemment, en termes de tarifs, ce produit sera positionné quasiment à moitié prix d'un Core 110 à l'heure actuelle. Et ça vous permettra donc du coup de faire des économies sur la case budget processeur, tout en proposant en fin de compte les mêmes fonctionnalités et les mêmes performances. Donc voilà, c'est tout bénéfice sur ce genre de système. Je ne vais pas détailler ici donc les capacités de connexion ni les fonctionnalités, puisque ce sont exactement les mêmes que celles de la Yo8 Flex. Ensuite, on va trouver, alors il est arrivé un petit peu après ces 2 petits frères, mais on va trouver le Core NV32H. Alors ça, c'est assez intéressant, puisque jusqu'à présent, on avait déjà cette référence de produit, le NV32H, qui fonctionnait en tant qu'encodeur, décodeur vidéo, donc avec transport de la vidéo en réseau entre l'encodeur et le décodeur. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, cette machine dispose de suffisamment de puissance pour pouvoir finalement devenir aussi un Core. Donc, finalement, ce qui va se passer à partir de janvier, c'est que ce produit qui s'appelle NV32H pourra fonctionner dans 3 modes différents: encodeur, décodeur et Core. Ce qui fait que sur une solution autonome, on va pouvoir ici contrôler donc, de la même façon qu'avec le Core Nano nos périphériques réseau, donc qui seront intégrés dans la salle. Et puis en même temps, on va pouvoir du coup gérer ici une commutation vidéo locale. Ce qui est très intéressant, puisque finalement, on se retrouve avec ici 3 ports HDMI qui vont pouvoir supporter donc soit 3 flux 1080p simultanés ou un flux en 4K, qui vont pouvoir être distribués sur 2 sorties HDMI. Donc, on va pouvoir alimenter, si nécessaire, 2 écrans, avec la possibilité de mettre n'importe laquelle de ces sources sur n'importe laquelle de ces 2 écrans. Donc, ici, on a une solution pour des salles, on va dire en stand-alone. On va avoir une solution tout à fait cohérente et qui va encore nous permettre de simplifier la solution, puisque du coup, on peut s'affranchir ici de la grille de commutation vidéo qu'on a l'habitude d'utiliser. On a suffisamment d'entrées pour gérer une salle, on va dire, de taille moyenne, puisque 3 HDMI, ça permet éventuellement d'avoir une source au niveau de l'écran, typiquement un Blu-ray ou un player, quelque chose comme ça, et de proposer en simultané 2 points de connexion au niveau de la table. On peut même envisager de brancher typiquement sur l'entrée HDMI un système de distribution audio et vidéo sans fil, et du coup de pouvoir rendre la solution complètement wireless, donc complètement autonome, et de limiter en plus le nombre de manipulations de
d'éléments. Donc voilà, cette solution-là, donc le Core NV32H, va être tout à fait adapté à des situations comme celle-ci, où on a une salle qui doit fonctionner de façon autonome. Mais comme c'est un produit Q6, bien évidemment, il s'intègre quand même avec le reste de la famille. Donc si vous voulez, par exemple, envoyer des flux audio et vidéo depuis cette machine-là vers une autre salle, c'est tout à fait possible au travers du réseau de le faire directement dans le designer. Il suffit de rajouter les composants adéquats et la connexion réseau se fait. Et la distribution se fait aussi par le biais du réseau. Donc, toutes ces machines-là, en fin de compte, vont permettre d'avoir la bonne taille de machine en fonction donc, du nombre de canaux qu'on va avoir dont on va avoir besoin, de pouvoir gérer donc, des entrées-sorties analogiques locales ou pas si on n'en a pas besoin, et donc de vraiment adapter le processeur au plus juste de nos besoins en termes de puissance de traitement et d'entrée-sortie. Donc ça permet en plus d'économiser de l'espace en termes de disposition dans la baie, et voire même de l'intégrer directement, si on n'a pas de baie, de pouvoir l'intégrer encore plus facilement dans du mobilier ou comme les accessoires de support de montage sont inclus, de l'intégrer encore plus facilement. Donc ça, c'était ici les 3 derniers arrivés dans la famille Core. Et puis donc, on va revenir un peu rapidement, mais on va quand même les visualiser, sur les références existantes à l'heure actuelle. Donc là, à partir du moment où on va avoir besoin d'un petit peu plus de puissance, alors typiquement, si vous avez une salle un petit peu plus grande, vous avez globalement 2 micros Microflex Advance, donc qui distribuent chacun 8 lobes. Ça vous fait 16 lobes au total. Et là, bien évidemment, comme je l'ai dit, sur les Core 8 Flex Nano, vous n'avez que 8 anti-écho. Et si vous avez suivi notre webinaire de début de semaine avec mon vous avez pu constater que l'anti-écho, il y a quelques règles à respecter, dont celle-ci, à savoir un canal d'anti-écho par micro. Donc, 8 lobes, 8 micros, 2 micros, 16 anti-échos. Donc là, en l'occurrence, un Core 110 va être tout à fait approprié puisque cet appareil dispose de 16 anti-échos natifs. On va avoir en plus donc, dans cette machine 8 entrées locales, 8 sorties locales. On retrouve les fameux ports flex qui sont très pratiques puisque là, potentiellement, sur cette machine-là, on peut faire typiquement 16-8, 8-16, 12-12 ou n'importe quelle combinaison intermédiaire. Et ça c'est très pratique pour se sauver de situations un petit peu gênantes où voilà, votre client vous dit au dernier moment « Ah, au fait, j'ai 2 micros HF que j'aimerais bien mettre dans le système, c'est possible, monsieur ?» Et là, vous allez lui dire « Oui, monsieur, c'est possible. » Donc on a ça, on va avoir aussi donc forcément on a potentiellement 16 in, 16 out, donc on va retrouver les JPIO qui correspondent. On va retrouver aussi une interface téléphonique. Alors même si le support du cuivre est en passe d'être arrêté par France Télécom, on utilise quand même souvent cette solution en backup de la VoIP, alors surtout sur les applications un peu sensibles comme les banques, les assurances, où bien évidemment les communications sont très importantes et on ne peut pas se permettre d'avoir de rupture de service. Donc on met en place la VoIP et on va utiliser la téléphonie analogique en backup si nécessaire. Donc ces utilisateurs-là continueront, je pense, à avoir des lignes analogiques même quand le support du cuivre sera suspendu. On va retrouver une alimentation de secours, un RS-232. On va retrouver ici le fameux USB. À nouveau, donc, comme je disais, sur les corps, on retrouve systématiquement l'USB. On le retrouve aussi sur les périphériques. Mais là, en l'occurrence, cet USB-là permet donc bien évidemment de récupérer l'image des caméras et l'audio de la salle. Alors, soit en mode dit speakerphone, donc un in, un out avec anti-écho. Donc ça, c'est pour la visioconf. Soit éventuellement en mode carte son. Et là, vous pouvez aller jusqu'à 16 in, 16 out sur cette machine-là. On retrouve bien évidemment nos 2 ports LAN et puis des petits ports USB-A qui vont permettre de connecter des périphériques de conférence audio, type par exemple, alors si votre client il a dans son système, je sais pas, on va dire une pieuvre de table avec donc des micros et un haut-parleur intégré, puis alors, il veut vraiment, c'est son bébé, il veut vraiment le garder. Vous pouvez, avec ces ports USB, l'intégrer à votre système malgré tout. Même si au final, on sait qu'ils ne l'utiliseront plus parce que quand ils auront pris la mesure de l'équipement qui est dans la salle, ils
n'utiliseront plus ce périphérique-là, mais en l'occurrence, vous pouvez faire plaisir à votre client et intégrer ce périphérique dans votre système. Sur cette machine-là, on va avoir donc 128 in, 128 out en QLAN et ou AES67. On a jusqu'à 4 lignes de téléphonie VoIP. Donc là, on peut gérer. Alors en plus, ce qui est intéressant avec cette machine-là, c'est que comme vous avez une réserve de puissance assez phénoménale, vous avez 16 anti-échos, vous pouvez même imaginer gérer plusieurs salles. Alors je le disais déjà avec l'IO Bitflex, mais c'est encore plus évident avec cette machine-là. Il nous est arrivé dans certaines conditions de pouvoir gérer. Alors bien évidemment, on n'avait pas des MXA 910 dans ces salles-là, on avait des 310, mais du coup, on a géré 4 salles avec un seul et unique Core 110, ce qui est très intéressant en termes d'économie d'échelle. On va ensuite donc passer à son grand frère. Alors quand là, on commence à rentrer dans les machines pour des installations justement qui peuvent être par définition centralisées, ou alors qui nécessitent énormément de réserve de puissance. Donc voilà. On a ici un châssis dans lequel on va pouvoir intégrer potentiellement ici 8 cartes. On a 8 emplacements dans lesquels on va pouvoir intégrer les cartes d'entrée-sortie. On va retrouver donc ici des ports GPIO. Alors là, c'est au format DB25, mais les éclatés sont fournis avec. On va retrouver du RS232. On va retrouver à nouveau nos ports LAN. Et comme cette machine-là peut être, comme je disais, utilisée dans des configurations centralisées, on a plus non, je vais y arriver. On a cette fois-ci 3 ports réseau. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut avoir besoin de faire à la fois de la redondance, tout en ayant cette séparation de réseau dont je parlais pour pouvoir se connecter sur le réseau du client, donc récupérer par exemple de la VoIP ou lui donner accès à la supervision. Et donc du coup, ces 3 prises réseau nous permettent de cumuler à la fois redondance et séparation de réseau. Donc voilà, je vous parlais des 8 emplacements. Alors dans ces 8 emplacements, on va pouvoir mettre du coup des cartes d'entrée-sortie. Et ces cartes d'entrée-sortie, donc on peut avoir soit de l'entrée-sortie ligne, donc ici, hein, ces 2 cartes-là. On peut avoir des entrées-sorties AES3, on peut avoir de l'AES EBU, on peut avoir de la téléphonie RJ11, enfin la téléphonie analogique à nouveau. Bien évidemment, on a ici une carte Dante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que celle-ci, du coup, va un petit peu plus loin que ce qu'on peut faire en natif dans le Core 110, puisque là, on a 64 in, 64 out en Dante. On peut mettre 2 de ces cartes dans un Core 110, donc ça nous permet au total d'avoir 128 in, 128 out en Dante, en plus donc des 256 in, 256 out disponibles en QLAN et ou AES67. Et puis donc la fameuse carte AVB, donc, qui permet de gérer 32 in, 32 out en AVB. Et puis bon, elle n'est pas là, elle n'est pas présente ici, mais on a aussi, comme je le disais tout à l'heure, l'ancêtre CobraNet qui peut être aussi intégré dans cette machine. Et puis, pour finir dans la famille Core, donc on va avoir le Core 5200. Alors, vous voyez que dessus, c'est marqué Dell EMC, tout simplement parce que, comme je le disais au début, cette plateforme Q6, qui en fin de compte est une plateforme logicielle, rien n'est plus facile que de la transposer, du coup, dans un serveur Dell, qui est lui-même une machine à base d'infrastructure Intel. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on bénéficie du savoir-faire de Dell en matière de conception de serveurs. Là, en l'occurrence, cette machine-là ne dispose pas d'entrée-sortie locale. Donc, sa fonctionnalité principale, c'est de gérer des topologies centralisées. Qui dit centralisation dit gérer typiquement un campus ou un bâtiment avec une seule machine. Donc, cette machine doit disposer de tous les équipements de sécurité possibles et imaginables pour justement garantir son fonctionnement. Là, Dell maîtrise ça parfaitement puisque ça fait plus de 50 ans qu'ils font des serveurs. Donc, dans cette machine, tout est redondé. Les alimentations sont redondées, les cartes réseau sont au nombre de 6, donc on peut imaginer faire de la redondance de réseau sans aucun problème. Le stockage est redondé, les processeurs, bien évidemment, ce n'est pas de la redondance, mais vous avez 2 processeurs dans cette machine, donc vous imaginez la puissance de traitement dont on dispose. Pour information, cette machine-là permet quand même de gérer jusqu'à 196 canaux d'anti-écho, ce qui est absolument phénoménal dans une machine comme ça. C'est la seule du marché à vous permettre d'avoir autant d'anti-écho. 64 lignes de VoIP sur un Core 5200. Donc vous pouvez très bien imaginer justement des déploiements de ce type-là, où on va gérer effectivement l'intégralité d'un bâtiment avec un Core 5200. Et puis il ne faut pas oublier en plus que sur la famille Q6, on a une redondance complète des machines et du réseau.
Donc là, sur cet exemple, on a ici plusieurs salles de réunion, alors donc à l'échelle de ce bâtiment. On a plusieurs salles de réunion, alors ça va du huddle room à la salle un petit peu plus conséquente, ici une salle de direction, voilà. Et en fin de compte, comme je le disais au début, tous les équipements qui sont dans ces salles ne sont ni plus ni moins que des périphériques réseau. Alors donc je ne vais pas réénumérer tous les périphériques dont on dispose, mais en l'occurrence, avec ce Core 5200, on va pouvoir gérer donc l'intégralité de notre bâtiment ou d'un campus, ou alors comme ça a été fait aussi d'un parc d'attractions ou d'un aéroport. Après, voilà, qui peut le plus, peut le moins, on peut gérer donc ce type de solution de déploiement. Alors on parlait justement des entrées-sorties déportées en réseau. Donc là, en l'occurrence, on va retrouver ici un composant qui s'appelle l'IO Bitflex. Alors à nouveau, sur cet IO Bitflex, on retrouve les fameux ports flex, donc in ou out. Donc ça, toujours aussi pratique. On va retrouver les GPIO, donc qui correspondent au nombre d'entrées-sorties. On va retrouver du RS-232. On va retrouver le fameux USB. Alors, petite nuance sur celui-ci, on ne saura gérer que la partie audio. Ici, on n'a pas possibilité de récupérer l'image de la caméra, puisque ce périphérique-là est plutôt dédié à la gestion de l'audio. Et puis, on va retrouver donc nos deux prises réseau, dont ici la prise A qui va permettre aussi d'alimenter le produit, puisque ce produit s'alimente en PoE directement. Et puis une ligne de secours au cas où, donc si l'alimentation de PoE ne convient pas, on peut éventuellement alimenter le produit directement. Donc ça, c'est une extension qui va permettre de connecter justement des micros en entrée, des amplificateurs en sortie, et de pouvoir donc du coup gérer une salle, même si on a de l'amplification analogique et des micros analogiques aussi. Et puis on a aussi dans la famille maintenant Q6, QSC a fait l'acquisition d'Atherotech il y a quelques temps, donc 6-7 mois, enfin ça remonte, ouais, un petit peu plus même. Et du coup, Atherotech est maintenant intégré nativement à l'écosystème Q6. Et là, c'est encore plus intéressant puisque vous voyez que tous les périphériques que Atherotech mettait à disposition pour justement récupérer de l'audio sous toutes ses formes, hein, puisque là, on a à la fois du XLR, on va retrouver du RCA, on va retrouver du jack, on va retrouver du Bluetooth. Donc tout ça, en fait, permet de récupérer l'audio dans la salle. Hein, ici, vous voyez que c'est sous forme de plastron, mais ça existe aussi sous forme de boîtier déporté. Tous ces périphériques s'alimentent en PoE, donc très pratique à déployer. Et du coup, sont autant de sources possibles exploitables dans nos salles et tout aussi facilement intégrables. Et puis, on bénéficie aussi de panneaux de contrôle. Alors, typiquement, chez QSC, vous avez bien évidemment les interfaces utilisateurs sur les dalles et sur les applicatifs. Mais là, ça vous permet du coup de mettre à disposition aussi un contrôle simplifié dans la salle, typiquement sélection de sources, réglage de niveau, rappel de presets. Donc, ça permet du coup d'avoir un contrôle très simplifié au niveau de la salle. On va retrouver aussi des stations d'appel qui sont plus petites en termes de dimension et de gestion de nombre de canaux que celles proposées par QSC, mais qui peuvent du coup permettre de dimensionner très correctement la solution de paging, puisque bien évidemment, dans un système Q6, vous avez un système de paging intégré avec bien évidemment la fonction routeur, les stations d'appel qui peuvent être connectées soit physiquement au travers du réseau, soit carrément des stations d'appel virtuelles qui peuvent être créées. Donc, si aucune des stations proposées au catalogue ne vous convient, vous pouvez même créer la vôtre à partir d'un simple micro, d'un bouton d'appel et d'une station d'appel virtuelle dans le design. Donc, vous avez ici encore une solution très, très intelligente pour créer vos systèmes de paging. Donc, ces extensions réseau, justement, donc, elles se comportent comme des entrées-sorties très, très flexibles, permettant justement de s'adapter à peu près toutes les situations. Ça permet justement d'envisager ces déploiements centralisés qui simplifient quand même énormément le déploiement et la supervision a posteriori, puisqu'en fin de compte, vous vous connectez sur une seule machine et vous avez un aperçu de l'intégralité de vos systèmes. Ça permet aussi du coup d'intégrer au plus près de l'utilisateur les solutions soft codec, puisque l'idée, c'est bien évidemment de réduire au plus court justement ces fameux câbles USB. On sait qu'un USB au-delà de 5 mètres, ça commence à être moyen. Donc là, on a avec tous ces périphériques-là la possibilité d'amener ça au plus près, fixé dans la table, dans le pied de table, sous la table, amener cette connectique USB au plus près de l'utilisateur et du coup d'éviter d'avoir des parasites induits par une longueur de câble USB trop importante. Et puis donc simplification de déploiement, puisqu'on l'a vu, tous ces périphériques sont PoE.
donc en fin de compte, s'alimentent et sont gérés au travers du réseau. Voilà, ce qu'on va faire là, du coup, maintenant, c'est éventuellement voir si on a quelques questions. Donc, mon camarade et confrère Olivier peut peut-être nous remonter quelques questions s'il y en a. Oui, Philippe, une question. Quelles sont les principales options de licence qui sont disponibles pour la famille Core? Alors, on a en fin de compte 4 jeux d'options. On a une option, donc une licence qui va nous permettre de déverrouiller les interfaces utilisateurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le système Q6, bien évidemment, se pilote aussi avec des automates existants sur le marché. Donc, vous pouvez très bien utiliser votre Crestron, AMX, Extron, et j'en passe, pour piloter un système Q6. Mais à partir du moment où vous voulez utiliser le système Q6 en tant que système de contrôle, vous allez avoir besoin potentiellement d'un ou deux éléments, donc à savoir les interfaces utilisateurs. Alors, chez QSC, on résume ça à un acronyme qui s'appelle UCI, User Control Interface. Donc, vous avez une licence qui va vous permettre de débloquer l'utilisation des UCI. Dans le même ordre d'idée, vous avez une licence qui va vous permettre de débloquer le moteur de script, qui va devenir utile à partir du moment où justement vous voulez automatiser votre solution et ou intégrer des périphériques tiers qui nécessiteraient justement un plugin qui se base sur ce moteur de script. Alors idéalement, pas idéalement, mais dans la majorité des cas, c'est quand vous voulez faire du contrôle bidirectionnel et avoir un retour d'information de votre périphérique contrôlé. Sinon, on peut le faire sans. Mais voilà, dans la majorité des cas, on va vouloir savoir comment se comporte le périphérique qu'on veut piloter, s'il est allumé, s'il est éteint, s'il est sur la bonne source. Si c'est un projecteur, on veut savoir éventuellement quelle est la durée de vie restante sur la lampe, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des informations qu'on peut récupérer. Donc, UCI et moteur de script. En parallèle de ça, je vous ai dit que dans tous les produits, sauf le Core NV32H, vous avez donc 8 in, 8 out en Dante intégrés. Cette capacité va pouvoir être étendue par jeu de licence à 16 ou 32. Donc ça, c'est le deuxième type de licence, le troisième type de licence dont on dispose. Et la quatrième, donc ça va être la licence pour étendre le nombre de canaux du player audio. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 16 in, 16 out en standard dans le lecteur audio, par exemple sur un Core 110. Sur cette machine-là, vous allez pouvoir par une licence l'augmenter donc à 32. Et puis sur le Core 510, on peut aller même jusqu'à 128. C'est couramment utilisé, par exemple, sur les parcs d'attractions pour pouvoir justement gérer toute la diffusion des différentes pistes audio qui sont utilisées au travers du parc. Est-ce que tu as une autre question? Très bien, oui. Est-ce qu'il serait bientôt possible de connecter sur les corps des caméras autres que PTZ, type du Logitech ou Polycom? Alors, a priori, ce n'est pas envisagé, tout simplement parce qu'on a besoin de pouvoir gérer ces caméras. Alors, il faut faire la part des choses. Vous pouvez très bien connecter une caméra Panasonic sur votre système. La seule chose, évidemment, vous pourrez la contrôler, vous pourrez contrôler le PTZ, mais vous ne pourrez pas la récupérer dans le USB, tout simplement parce que QSC a fait un choix d'un certain protocole pour transporter la vidéo de la caméra au point de sortie USB. Et que du coup, les caméras en question ne sont pas forcément en mesure de transporter ce flux, n'utilisent pas le même protocole et donc du coup ne peuvent pas s'interfacer. QSC a choisi de proposer ses propres caméras tout simplement parce que du coup ça devient un périphérique natif et que la gestion de ces caméras se fait directement au sein de l'écosystème. Donc c'est un périphérique qui est certifié, on sait que dans 100% des cas il fonctionnera, qu'on pourra récupérer notre flux d'image dans notre point de sortie USB et qu'en plus, ça nous permet du coup d'avoir tous les contrôles possibles et imaginables sur l'image, donc sur la qualité de l'image et sur la gestion de la colorimétrie, des filtres, des différents filtres. Et ça nous permet aussi d'avoir le contrôle du PTZ et de pouvoir mettre ça donc, sur une interface utilisateur directement par simple glisser-déposer. Voilà, donc, a priori, il n'est pas envisagé par QSC à l'heure actuelle de pouvoir utiliser d'autres types de caméras. Merci. Dernière question. Existe-t-il des modules Q6 IP vers RS ou IP vers relais?
Alors en fait, ce n'est pas des modules QSC en tant que tels. Vous allez trouver dans les périphériques utilisables sur le QSC alors je vais quand même citer les marques parce que ce sera plus facile pour vous repérer, mais vous trouvez dans l'inventaire des plugins existants à l'heure actuelle une marque qui s'appelle Global Cache par exemple, ou Kissbox. Et ces fabricants vont vous proposer des interfaces IP vers infrarouge, IP vers RS, IP vers contact sec, qui vous permettent du coup d'être contrôlés par le système QSC et de proposer donc ce type de points de connexion et de les utiliser donc dans votre système. Donc, ce n'est pas directement dans l'écosystème Q6, c'est des périphériques tiers, mais ils sont intégrés via des plugins officiels et supportés. Donc, ça vous permet du coup d'avoir accès à ces produits-là de façon très simple. Les plugins Global Cache sont disponibles dans le Asset Manager, donc qui est l'outil de gestion des plugins mis à disposition par QSC dans le designer. Donc, il suffit de télécharger le plugin depuis le Asset Manager, de le glisser dans le design. Et là, vous allez de renseigner l'adresse réseau du produit Global Cache ou Kissbox. Et là, donc, on a directement possibilité de contrôler des relais de l'infrarouge, donc avec apprentissage des codes ou du RS-232. Merci, c'est tout pour l'instant. Magnifique. Alors, ce qu'on va faire du coup maintenant, c'est qu'on va revenir un petit peu sur justement l'intégration conférence et vidéo, parce que c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre à l'heure actuelle. Toutes les solutions que nous déployons en ce moment sont du coup destinées à la communication unifiée, enfin en tout cas en très grande majorité. Et donc dans ces installations, on a besoin d'un processeur audio de toute façon, puisqu'on a besoin de pouvoir gérer des choses comme justement l'anti-écho-acoustique. Et puis on a aussi besoin donc, de cette solution de visioconférence USB HDMI avec tous les éléments qui la composent. On a besoin de surcroît que toute cette solution soit compatible avec la majorité des softcodecs du marché, puisque alors majoritairement à l'heure actuelle, on a Microsoft Teams qui représente entre 70 et 80% des parts de marché à l'heure actuelle. Mais malgré tout, tous les autres existent, sont utilisés. Nous, en France, c'est peut-être le cas, mais dans les autres pays, ils utilisent peut-être majoritairement d'autres softcodecs. Donc, l'idée, c'est d'être agnostique à ce niveau-là et de pouvoir utiliser n'importe quel type de softcodec avec notre système, ce qui est le cas. Et puis, donc, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais cette fameuse certification qui est demandée par plus en plus d'entreprises, puisque toutes ces entreprises-là ont des plans de déploiement à grande échelle, surtout sur les grosses structures. Si on prend les sociétés qui sont basées à la défense à l'heure actuelle, donc les grosses entreprises ou les entreprises internationales qui ont des points de chute en France, on va avoir cette demande de façon quasiment systématique. Est-ce que vous êtes certifié ? Et donc, du coup, là, on va pouvoir, sur ce système Q6, on peut répondre par la positive, avec donc les équipements qu'on va énumérer à la suite. Donc, à savoir, ici, les solutions d'interface USB et caméra. Donc, typiquement, ici, on va retrouver dans la gamme Q6, donc vraiment en tant que périphérique natif, disponible dans l'inventaire, disponible d'entrée de jeu dans la conception, deux modèles de caméras, avec, donc, vous le voyez ici, des optiques et des zooms différents. Donc, c'est des caméras PTZ IP qui envoient donc un flux 1080p 60 et en parallèle permettre d'avoir en simultané le HDMI et le SDI actifs et de donc pouvoir les utiliser éventuellement même pour faire une diffusion locale si on en a besoin. Et donc, on a ce fameux petit périphérique. Alors, on parlait du NV32, d'ailleurs, je reviendrai sur le NV32 tout à l'heure, mais si on n'a pas besoin de faire de commutation vidéo, on a quand même besoin d'apporter l'USB au plus près de l'utilisateur. Si votre processeur n'est pas dans la salle, donc il va être dans la régie technique, dans la baie, il peut être un petit peu trop éloigné pour justement rester dans les longueurs acceptables avec de l'USB. Donc, vous avez ici l'IO USB Bridge, qui est un périphérique réseau et USB, qui s'alimente aussi en PoE, qui est un boîtier qui fait 15 cm par 8, qui va permettre du coup de ramener cet USB au plus près de l'utilisateur. Donc ça se fixe très facilement sous la table. Vous pouvez brancher ça sur votre boîtier de Top Access pour avoir donc de la connectique directement à disposition. Et donc ce périphérique-là vous permet d'éviter
les USB longs, les hubs USB, les choses qui seraient un petit peu pénalisantes. Puis surtout, votre utilisateur, pour lui, ça va encore lui simplifier la vie, puisque finalement, pour récupérer la caméra et le son de la salle, il n'a qu'un seul et unique USB à connecter. Donc, ces solutions-là sont disponibles, comme je le disais, nativement dans le logiciel de conception, donc le Q6 Designer. Donc c'est cette suite logicielle qui vous permet de gérer l'audio, la vidéo et le contrôle au sein de l'écosystème. Et c'est on ne peut plus simple à programmer, puisque vous pouvez le voir sur la petite capture d'écran ci-dessous. Là, sur l'image, on a donc ici 2 caméras. On a notre fameux USB Bridge et on a donc notre Core 110. Vous voyez qu'ici, j'ai 2 caméras qui sont disponibles dans le système. Alors, il faut savoir que sur un système, on parlait de centralisation tout à l'heure, sur un système Q6, on peut quand même aller jusqu'à 250 caméras et 50 points de sortie USB. Donc, la centralisation n'est pas un problème en termes de gestion des connectiques USB. Et donc, on a un composant caméra routing qui va pouvoir permettre de sélectionner n'importe laquelle de ces 2 caméras et de l'envoyer donc soit vers l'USB du Core 110, en admettant que dans la salle, vous ayez un PC dédié pour gérer justement le Zoom ou le Teams ou le soft codec en général. Ce PC pourra disposer de sa propre connexion USB et pourra être alimenté par n'importe laquelle de ces 2 caméras. Et l'IO USB Bridge, qui lui sera sous la table au plus près de l'utilisateur, disposera lui aussi de ces 2 caméras. Donc là, le routeur, c'est un 2-in, 2-out. Donc bien évidemment, vous avez 4 boutons qui vous permettent de gérer individuellement chacune des caméras sur chacune des sorties. Donc ça, c'est natif. C'est juste du glisser-déposer, on tire des petits fils et c'est fonctionnel. Donc, vous voyez que l'intérêt d'avoir des caméras de la marque, ici, est tout à fait évident. Dans le même ordre d'idée, donc je vous parlais tout à l'heure du corps NV32 ou du NV32 Core, comme vous voulez. On a donc ici le NV32 tel qu'il a été spécifié au départ, donc à savoir un encodeur, un décodeur, avec la capacité donc de transporter des flux vidéo via le réseau de l'encodeur à un ou plusieurs décodeurs et inversement. Donc, ce produit-là est aussi un périphérique natif. Donc, dans le même ordre d'idée, c'est pareil, quand vous allez le mettre en œuvre, c'est simplement du glisser-déposer de composants correspondant aux entrées et éventuellement aux sources et aux sorties, donc aux afficheurs qu'on va utiliser, des interconnexions entre tout ça, et on fait un routage vidéo virtuel de façon très, très simple. On va utiliser ici un codec adaptatif qui va permettre du coup de limiter la consommation de bande passante. Alors à savoir que si vous envoyez par exemple un flux vidéo 4K en 4K, donc pleine résolution, vous allez consommer pas loin de 700 à 800 MB/s de bande passante. Mais en parallèle, vous pouvez très bien avoir majoritairement du contenu qui va être du contenu PowerPoint, des présentations, des choses comme ça, du contenu, entre guillemets, quasiment statique, comme ce que je suis en train de vous présenter à l'écran. Et là, en l'occurrence, vous tombez à 50-70 mecs/seconde. Donc, le codec Shift a été créé par QSC en se basant sur les codecs existants sur le marché, mais en gérant cet aspect adaptatif. Et puis donc, sur notre NV32, alors je l'ai déjà détaillé tout à l'heure, mais on retrouve donc 3 HDMI in et 2 HDMI out. On propose autant de connectiques parce qu'en fin de compte, si vous prenez un NV32 et que vous le mettez dans une salle, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir, au niveau de la table, proposer 3 points de connexion HDMI et le point de connexion USB. Et ces 3 points de connexion HDMI vont pouvoir être commutés vers 1 ou 2 écrans dans la salle. Donc, si on regarde ici ce que ça peut représenter, donc ici, on a une NV32H en encodeur. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai 3 sources en 1080p 60, donc qui correspond à la capacité du NV32. Je les rentre donc dans mon encodeur et je les envoie ici au travers du réseau. Alors, je les envoie pas vers le corps. Le corps va gérer la commutation vidéo. Je vais les envoyer donc du coup vers mon décodeur. Ici, en parallèle, j'ai un petit moniteur de courtoisie qui va nous permettre de visualiser une de ces 3 sources. Donc, typiquement, pour un mode présentation où on va avoir besoin de savoir, d'avoir un retour d'image, par exemple, de la présentation PowerPoint, ça peut être très pratique, ou un retour d'image caméra pour voir un petit peu si tout va bien et si on est toujours aussi beau. Et on envoie ça donc vers le décodeur. Et le décodeur, vous voyez qu'ici, je récupère donc mes flux
vidéo au travers du réseau et la commutation gérée par le corps. Je les récupère et je peux les assigner vers n'importe laquelle de ces deux sorties HDMI. Et en plus, je vais pouvoir récupérer ici des sources locales, donc à concurrence de 3 à nouveau, que je vais en même temps pouvoir commuter sur ces deux écrans. Donc je peux récupérer à la fois les sources réseau en provenance de un ou plusieurs encodeurs, et je peux récupérer en parallèle mes sources locales. Hein, donc typiquement, voilà, je citais tout à l'heure des produits qui permettent de faire du transport audio-vidéo sans fil, qui peuvent s'interfacer avec ce type de système. Et du coup, je peux les brancher directement sur mon décodeur à proximité de l'écran ou de la baie et les envoyer sur n'importe lequel des deux écrans. La seule petite chose que nous ne saurons pas gérer avec ce système-là, c'est le mode bureau étendu, puisque le mode bureau étendu demande 2 points de connexion. Alors, on peut le gérer, mais en ayant donc du coup l'ordinateur connecté sur 2 HDMI en simultané. Voilà. Donc, cette solution d'intégration vidéo, en fin de compte, c'est un périphérique, ni plus ni moins, puisque c'est la même référence qu'on configure encodeur-décodeur. C'est à nouveau un périphérique réseau intégré nativement à l'écosystème et qui, du coup, vous permet de gérer ça de façon très simple, puisque le déploiement se fait au travers toujours du même outil, le Q6 Designer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va évoquer donc les capacités de contrôle du système. Donc, je le dis depuis le départ, on a ce fameux moteur de script. On va avoir un certain nombre d'interfaces qui vont nous permettre justement de mettre à disposition cette capacité de contrôle à l'utilisateur final et donc lui permettre de gérer sa salle avec notre écosystème. Le contrôle est intégré, donc il est natif dans le système, c'est une programmation native. On dispose à la fois de possibilités de contrôle logique, donc on a toutes les portes logiques possibles et imaginables pour faire en premier lieu des automations en mode logique. Et puis donc on a ce fameux moteur de script qui est intégré, donc qui se base sur le langage de programmation Lua, qui est un langage open source. Et puis donc, pour que l'utilisateur puisse interagir avec tout ça, on va retrouver donc des écrans de contrôle, des dalles tactiles intégrés périphériques natifs. On va retrouver évidemment des applicatifs iOS et Windows. On va même aller jusqu'à avoir une présentation des interfaces en mode HTML. Hein, donc, si vous avez un navigateur, typiquement, alors je parlais d'iOS et de Windows. Alors vous allez me dire, oui, mais Android. Android, en fin de compte, si vous avez une tablette avec un navigateur type Chrome, puisque c'est souvent ce qu'on a sur les tablettes Android, vous allez pouvoir rentrer l'adresse IP du processeur et du coup vous connecter dessus et avoir donc vos interfaces utilisateurs qui vont remonter directement par le biais de cette liaison en HTML. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que comme tout ça s'est intégré nativement, la création des interfaces pour nos utilisateurs va s'en trouver fortement simplifiée, puisque finalement, tous les composants qui sont dans notre design disposent de contrôles. Ces contrôles, il suffit de les attraper, de les faire glisser sur notre interface utilisateur, de les redesigner un petit peu pour que ce soit joli, sexy et dynamique. Et ce résultat final donc, permet de donner à l'utilisateur un contrôle sur sa salle, de la même façon qu'on le fait à l'heure actuelle avec les systèmes d'automation existants sur le marché. Et du coup, on se base là-dessus, pour réaliser cette automation dynamique, on va se baser sur ce fameux moteur de script. Donc, soit on apprend le langage et du coup, on sait l'écrire directement et rapidement, soit du coup, on passe par l'outil de codage visuel qui va nous permettre de simplifier aussi, alors d'avoir une première approche, de nous simplifier l'apprentissage, et puis éventuellement de pouvoir créer des choses, même si on ne connaît pas le langage. Donc l'idée, c'est de s'affranchir un petit peu de ce genre de situation où on va avoir en fin de compte plein de boîtes. Alors toujours, hein, dans le principe, c'est de simplifier l'écosystème, c'est de simplifier justement ces situations où on a besoin d'une boîte pour l'audio, une boîte pour la vidéo, une boîte pour le contrôle, une boîte pour ça, une boîte pour ci. Là, en l'occurrence, on va pouvoir simplifier à l'extrême la solution, puisque le fait d'avoir ce moteur de contrôle intégré nativement à l'écosystème nous permet du coup de nous affranchir de toutes ces boîtes et du coup de faire à nouveau des économies d'échelle, mais en proposant en fin de compte la même quantité de services, puisque malgré tout, la conception de l'interface utilisateur reste à produire et reste facturable. Donc c'est quelque chose, c'est un service que vous continuez à proposer au client final, de façon à ce que l'interface corresponde au mieux à ses besoins.
Et on sait tous que pour que l'interface utilisateur corresponde aux besoins, il y a toute une phase d'étude fonctionnelle, de proposition de design, d'intégration de la charte graphique de l'utilisateur, de simplification des contrôles au plus près possible de ce qu'il a besoin de faire pour que justement cette interface reste exploitable sans avoir besoin d'un mode d'emploi à côté. C'est l'idée. Et donc, les outils que QSC met à disposition, donc on a le Q6 UCI Editor qui permet donc de faire ces interfaces en drag and drop, de pouvoir les habiller, de pouvoir ajouter des images, de changer les icônes, de pouvoir créer des interfaces vraiment très évoluées. Alors je ne vous le ferai pas là, mais si vous avez envie de venir en formation quand on les proposera à nouveau en présentiel, je montre systématiquement dans ces formations, puisqu'on aborde ce sujet création d'interface utilisateur, bien évidemment, je montre systématiquement des réalisations qui ont été faites et vous pouvez vous rendre compte que les interfaces n'ont rien à envier à celles qui sont exécutées et créées à partir des outils proposés par les concurrents. Voilà, qu'on se le tienne pour dit. On a donc ce fameux moteur de script, un Q6 Scripting Engine, qui permet donc la création des plugins et de créer les automations en interne aussi. Et puis, je vous parlais de cet outil de programmation visuelle, donc le Q6 Block Controller, qui a été issu, en fin de compte, d'un outil que le MIT et Google avaient créé conjointement pour faciliter l'apprentissage du code. Cet outil se base sur, donc l'outil QSC se base sur Blockly, donc qui est l'outil créé par le MIT et Google. À la base, donc bien évidemment, cet outil était générique et permettait de gérer plusieurs langages. Là, nous, on se contente de pouvoir gérer du Lua. Mais ce qui est intéressant ici, comme vous pouvez le voir sur la petite représentation, là, vous avez en fin de compte, plutôt que d'écrire des lignes de code et de se perdre complètement dans la syntaxe si on ne la connaît pas, ici, on va utiliser en fin de compte à nouveau des blocs de fonctions. Donc alors on retrouve énormément de choses. On va avoir des variables, on va avoir des tableaux, on va avoir des conditions, on va avoir tout ce qui peut être nécessaire pour pouvoir créer un code qui tient la route. Il suffit ensuite donc d'empiler ces différents blocs de façon à créer en fin de compte une suite logique définissant ce qu'on veut faire. Donc typiquement, si j'appuie sur tel bouton, que ce bouton est bien on, je vais donc déclencher derrière une action. Donc c'est du if then else qu'on trouve communément dans tous les langages de programmation. Sauf que là, en fin de compte, une fois que vous avez créé cet empilement de blocs, l'outil va vous générer automatiquement le code Lua qui correspond. Et du coup, là, vous ne vous retrouvez plus devant votre page avec une erreur sibylline vous disant erreur ligne 15. Et puis là, quelle est donc cette erreur? Là, en l'occurrence, le code est généré. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, soit vous l'utilisez tel quel et ça fonctionne, soit vous utilisez ça comme outil d'apprentissage et ça vous permet du coup de visualiser le code correspondant à l'action que vous avez voulu créer. Excusez-moi. Et du coup, c'est un outil d'apprentissage très pertinent pour pouvoir justement se mettre le pied à l'étrier sur ce type de langage de prog. Bien évidemment, il y a aussi des cursus de formation qui existent pour pouvoir commencer à utiliser la partie contrôle chez QSC. Donc, vous avez en ligne sur le site, donc vous avez un portail training.qsc.com sur lequel vous allez retrouver toutes les formations que nous avons francisées conjointement avec QSC. Donc, vous n'aurez même pas la barrière de la langue, c'est même plus une excuse pour aller vous former donc, sur le portail training.qsc.com. Où vous trouverez donc le niveau 1 du Q6. En plus, c'est des formations certifiantes. Donc, c'est quelque chose en plus que vous pouvez valoriser auprès de vos clients en disant, voilà, moi, je suis certifié par le fabricant comme étant capable de déployer ces solutions de façon optimale. Donc, vous trouvez le Q6 niveau 1, vous trouvez Contrôle 101, donc qui est la première étape pour pouvoir aborder l'aspect contrôle. Vous allez trouver aussi le vidéo 101 qui va vous montrer un petit peu justement comment utiliser le fameux NV32 encodeur-décodeur dans le contexte d'une installation. Et ensuite, donc, on va passer éventuellement à un Q6 niveau 2, mais que là, nous ferons chez Algam, ici en présentiel, dans notre magnifique salle de formation qui a été terminée début d'année dernière et qui malheureusement dort un petit peu depuis pour cause de pandémie, mais j'espère bien pouvoir, dès le début de l'année, si tout va bien, reprendre ces formations niveau 2. Et du coup, voilà, tous les outils sont vraiment mis à votre disposition. Bien évidemment, nous, on vous accompagne aussi. Olivier, Jacques, moi-même. Jacques, que vous verrez cet après-midi dans sa magnifique
conférence sur justement les études, comment gérer une étude de bout en bout et comment ça se passe en fin de compte quand nous, on interagit avec vous sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là. Je reviens à mon contrôle. Je me suis un peu égaré là, mais revenons à notre contrôle. Donc, en fin de compte, ces contrôles-là, donc je vous ai parlé des applications iOS, Windows et donc la possibilité du HTML. Et puis, bien évidemment, vous trouvez ici les interfaces tactiles proposées par QSC, qui sont bien évidemment natives à l'écosystème, qui s'alimentent à nouveau en PoE. C'est des écrans capacitifs IPS, donc très réactifs. Et donc, on trouve différentes dimensions en fonction du besoin, hein, donc 5 pouces et demi, 8 pouces, 11 pouces 6, qui existent donc soit en encastré, soit avec un accessoire permettant de le poser, donc un socle de table pour le modèle 8 et 11 pouces. Voilà, donc ça permet aussi d'avoir ces contrôles au plus près de l'utilisateur. Je parlais aussi de la possibilité d'intégrer l'amplification et la diffusion. Alors, bien évidemment, c'est faisable de façon très limitée avec les amplis analogiques, mais je tenais quand même à parler de cette série SPA parce que c'est des amplis qui sont vraiment idéalement conçus pour les salles de réunion. Pourquoi? Tout simplement parce que, premièrement, c'est des amplis classe D à refroidissement passif. Donc, aucune ventilation, aucun bruit. Ils sont au format de Mirac, donc ils sont intégrables facilement dans un mobilier. Et puis, je vous rappelle que si vous intégrez ça avec un corps 8 flex, hein, puisque là, on a besoin de sortie analogique pour alimenter l'ampli, vous pouvez les mettre côte à côte et ça vous prend un nu. Donc, en termes d'encombrement, c'est tout à fait raisonnable. C'est des amplis très flexibles puisque vous avez des solutions donc, de 2 à 4 canaux, de 60 à 200 watts. Typiquement, si vous prenez un 4 x 100 watts, vous allez pouvoir gérer une salle de réunion d'une trentaine de personnes et proposer quelque chose de très confortable et de très performant puisque vous allez pouvoir gérer votre diffusion façade en basse impédance, donc 2 x 100 watts. Et là, vous pouvez envisager de mettre des enceintes de 6 pouces ou des colonnes sans aucun problème. Et vous allez pouvoir bridger les 2 canaux restants pour pouvoir obtenir une ligne 100 volts et alimenter donc des plafonniers qui vont vous permettre de faire un rappel dans la salle du son à l'image. Donc vous là, très facilement, une salle de 30 personnes avec un seul et unique ampli, sans aucun problème. Les amplis SPA sont Energy Star, donc vont vous permettre du coup de faire des économies, puisqu'ils se mettent en veille quand il n'y a plus de signal audio. Et comme toujours, et comme avec les corps, vous avez tous les accessoires de montage qui sont inclus avec. Donc cette solution-là, pour les salles de réunion, d'accord, c'est de l'ampli analogique, mais c'est de l'ampli analogique très performant et qui fait tout à fait le boulot pour les salles de réunion. Et puis, quand on va aller sur des installations plus conséquentes ou des installations centralisées, on va pouvoir envisager d'utiliser les séries CX, CXQ en l'occurrence, puisque c'est des amplis QLAN. Donc, l'intérêt, c'est qu'ici, c'est des amplis réseau. Donc, tout le transport audio se fait au travers du réseau QLAN. Et ces amplis donc, vont permettre de disposer de puissances assez conséquentes, puisque c'est des amplis 4 ou 8 canaux, avec des puissances qui s'échelonnent entre 300 et 1200 watts par canal. Donc ici, on a quand même quelque chose qui envoie un peu, mais typiquement, si vous avez besoin de faire un auditorium dans votre bâtiment, voilà, un ampli CX avec des haut-parleurs de la série Acoustic Performance fera tout à fait le travail. On a donc cette intégration native, donc l'ampli devient un périphérique de l'écosystème, et donc intégration simplifiée, hein, un seul composant à glisser dans la conception et à relier avec nos petits fils, là, comme d'habitude, pour pouvoir gérer le transport de l'audio, mais aussi donc supervision, puisque là, on va pouvoir gérer complètement le retour d'état de l'ampli, savoir ce qui se passe exactement sur tel ou tel rail d'alimentation, savoir si on est en surcharge, savoir s'il y a une compromission même pour pouvoir réagir en amont, et du coup être proactif sur l'installation. Et puis ces amplis intègrent 2 technos que QSC a voulu mettre à disposition. Le FlexAmp. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si vous avez par exemple un ampli 4 canaux qui vous délivre une puissance globale de 2000 watts, vous n'avez pas forcément besoin de 500 watts par canal. Ce qui est intéressant avec le FlexAmp, c'est que du coup, vous allez très bien pouvoir mettre uniquement sur le premier canal seulement 100 watts. Et puis, sur le deuxième canal, vous allez pouvoir mettre 300 watts.
et puis sur les 2 autres canaux, répartir la puissance restante, ce qui vous permet du coup de dimensionner vos sorties d'amplification en fonction de votre besoin et du nombre de haut-parleurs qui sont connectés derrière. Et puis l'autre technologie, c'est la technologie FAST qui va vous permettre de gérer justement les notions de bridge parallèle qu'on peut utiliser dans certaines installations quand on a besoin vraiment de beaucoup de puissance. Ça, à nouveau, c'est géré au niveau du design. C'est-à-dire que dans le design, vous allez dire, cet ampli-là, je veux que, par exemple, le canal A et B soient indépendants, mais je veux que C et D soient bridgés. Donc, vous sélectionnez dans votre petit menu déroulant la configuration de l'ampli, et quand vous déployez le design sur site, vous l'envoyez vers le corps, et le corps contacte l'ampli et lui dit « Ah, toi, tu dois fonctionner comme ça ». Et là, vous n'avez pas à passer 3 heures devant la façade de votre ampli à vous dire « Ah mince, alors c'est où, dans quel menu ?» et ainsi de suite. À nouveau, simplification du déploiement. Et puis, cerise sur le gâteau, vous avez sur ces amplis-là des petites entrées analogiques locales, donc 4 pour les amplis 4 canaux, 8 pour les amplis 8 canaux, qui sont des entrées routables, donc sur lesquelles vous allez retrouver à nouveau Alim Phantom et Préamp, pour pouvoir exploiter des micros. Et vous allez pouvoir utiliser donc ces entrées, les ramener jusqu'au processeur pour faire le traitement et pouvoir les renvoyer, les rediffuser dans n'importe quel endroit de votre système. On l'a utilisé à de multiples reprises. On avait mis une petite schématique, j'ai un peu anticipé, mais une petite schématique pour illustrer donc la technologie FAST. Comme je l'ai déjà expliqué, je ne reviendrai pas dessus. Et puis donc, 2 choses aussi très intéressantes. Là, cette fois-ci, au niveau des haut-parleurs, je vous parlais de la capacité d'intégrer les haut-parleurs au design aussi. Donc, les séries Acoustic Coverage, Acoustic Design, Acoustic Performance, voire même le line array que propose QSC, ont été modélisés par le fabricant. Donc, à savoir qu'ils ont une très grande salle à Costa Mesa, là où ils sont basés en Californie, dans laquelle ils mesurent donc les réponses impulsionnelles de chacun de ces haut-parleurs de façon dans des diverses configurations, donc les plus bonnes et les plus médiocres, puisque la salle, en fin de compte, c'est un entrepôt et qu'ils ont mis des mécanismes pour pouvoir gérer justement une salle réverbérante et une salle plus mate acoustiquement, et donc de pouvoir faire différents points de mesure. En l'occurrence, on a une quarantaine de micros sur ce système de mesure. Et donc, du coup, de générer une courbe de réponse impulsionnelle pour chacun des haut-parleurs et de la travailler afin que cette courbe de réponse impulsionnelle soit la plus neutre possible, de façon à ce que derrière, vous, en fait, quand vous déployez le haut-parleur dans la salle, vous ayez une équalisation à faire, mais pour amener une certaine couleur à votre son, ou soit juste pour corriger éventuellement les défauts de la salle. Mais ça vous simplifie du coup la gestion du haut-parleur, puisque ça, c'est déjà fait en amont pour vous. Et donc, schématiquement, vous allez avoir votre composant ampli, votre composant haut-parleur, vous faites un lien entre les deux, et l'ampli sait qu'il a tel type de haut-parleur, le haut-parleur dispose de telle réponse impulsionnelle, donc les corrections sont effectuées automatiquement par le système, et du coup, ça vous simplifie à nouveau le déploiement d'un système de ce type-là. Et puis, donc, je l'évoquais, mais le contrôle et la supervision au niveau des amplis, donc bien évidemment, comme les amplis sont natifs, on a tous les retours d'informations possibles et imaginables. Alors, si on parle très rapidement des haut-parleurs, donc vous avez ici la série Acoustic Coverage qui existe en haut-parleurs muraux et on le voit ici, donc plafonniers. Les modèles muraux, donc c'est 4 et 6 pouces, et les modèles plafonniers vont de 2 à 8 pouces. Ensuite, on a la série Acoustic Design qui a été conçue justement pour les intégrations en entreprise, on va dire, au sens large, que ce soit salle de réunion ou espace de circulation ou espace d'accueil, et ainsi de suite. Donc, c'est une série qui est d'un rapport qualité-prix très performant, qui a été conçue de façon à s'intégrer de façon discrète avec l'environnement. Donc, on a essayé d'éviter les logos trop apparents. Voilà, sur les séries, par exemple, sur les haut-parleurs muraux, les logos sont discrets, ils sont sur les côtés. Donc, on essaye d'avoir des produits qui sont facilement intégrables. Il y a une boîte à outils complète, je vais l'évoquer juste derrière. Et puis, donc, le système utilisé pour la fixation, la grille magnétique, enfin, toutes les choses qui sont disponibles sur cette gamme AD, que ce soit sur les haut-parleurs muraux, puisqu'on a la fixation X-mount, ou sur les haut-parleurs plafonniers, sont produites dans l'optique de simplifier justement la mise en œuvre et d'éviter le syndrome de la rage de l'échelle commune à tous les techniciens qui se retrouvent perchés sur leur escabeau le soir tard, la nuit.
Les outils, donc, on a bien évidemment, comme je le disais, les modélisations qui sont dans le designer, mais QSC met aussi à disposition donc, les modélisations Ease, CLF, 3DX, DFX, pardon, Revit, et ainsi de suite. Donc ça va vous permettre en amont de pouvoir justement créer une modélisation de votre espace avec justement la possibilité de visualiser et de mesurer en amont. Donc, ce que fait par exemple Jacques quand il fait les études, souvent il fait des projections comme ça avec Ease pour pouvoir justement visualiser quelle va être la puissance disponible et la couverture disponible au niveau des haut-parleurs et savoir quel niveau de pression acoustique on va pouvoir obtenir avec chacun de ces haut-parleurs, de façon à garantir que cette couverture acoustique soit la plus homogène possible en fonction de l'emplacement. On a bien évidemment un certain nombre d'homologations, hein, donc plus particulièrement ici le N5424. Alors effectivement, vous allez me dire le haut-parleur le son, mais pas le système. Si vous me contactez, je vous expliquerai pourquoi. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a une normalisation IP54 pour les modèles muraux et on a une certification IP34 pour les modèles au plafond, ce qui suffit amplement pour des haut-parleurs qui sont majoritairement déployés en intérieur. Et puis, donc, si on regarde un petit peu comment la gamme se compose, on va retrouver donc ici une série de plafonniers. Hein, donc, on a une version ici, alors à chaque fois noir et blanc. Bien évidemment, tous ces produits fonctionnent en basse impédance et en 100 volts. Hein, donc vous avez des commutateurs qui vous permettent de sélectionner ça. Donc en plafonnier, vous avez du 4 ou du 6 pouces et vous avez ici une version à chaque fois low profile qui est particulièrement intéressante puisque cette série de haut-parleurs vous permet justement de positionner ces éléments-là, même si vous avez des contraintes de positionnement, justement, donc par exemple des gaines de clean ou des choses comme ça qui ne passeraient pas au bon endroit. Mais quand on a fait l'étude, on a déterminé que c'est là qu'il fallait que le haut-parleur soit. Et donc, une version low profile peut aider à justement rester cohérent avec l'étude qui a été faite. On a ici des versions suspendues, alors qui vont être plus souvent utilisées dans les espaces type galerie ou autres, où on va pouvoir justement les suspendre depuis le plafond. On va retrouver bien évidemment des haut-parleurs muraux, donc 4, 6, 8, 10 pouces qui ne figurent pas sur le slide, mais qui existent aussi. On a des colonnes, alors ce n'est pas des colonnes à directivité contrôlée, c'est des colonnes simples, donc analogiques standards, avec potentiellement 8 ou 16 haut-parleurs, donc pour pouvoir couvrir un petit peu plus loin si on a une salle un peu plus grande. Et puis on a un caisson de base coordonné, l'ADS112, donc qui va pouvoir suppléer, par exemple, si on met des petits 4 pouces ici, pouvoir suppléer l'apport de basse dans notre installation. On a aussi la possibilité d'exploiter, on n'en parle pas ici puisque la présentation est quand même centrée sur l'écosystème Q6. Il existe une deuxième gamme chez QSC qui s'appelle Premium Business Music, qui est plus dédiée à des installations de type commercial. On a malgré tout dans cette gamme de produits des haut-parleurs qui sont basés sur un ensemble caisson satellite. Et qui existent en suspendu, plafonnier, muraux, comme on le voit sur cette représentation-là. Ces équipements sont aussi tout à fait exploitables dans le cadre d'une installation de salle conférence, si on veut faire vraiment quelque chose de très, très discret. Vous voyez que les petits satellites ici, alors ça existe à nouveau en blanc et en noir, les petits satellites ici sont très petits formats, peuvent être intégrés très facilement si la salle n'est pas trop, trop grande, et fournir une solution audio tout à fait confortable. Voilà, donc ça, c'était pour les haut-parleurs. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que je pense que je suis déjà en retard. On va parler très, très rapidement du réseau QLAN, puisque c'est quand même, dans notre système, on va dire le cœur de notre système. Si le processeur est le cerveau du système, le QLAN est le cœur de notre système, puisque c'est ce qui nous permet de transporter audio-vidéo, d'avoir la découverte automatique des périphériques aussi. Alors de la même façon, si vous travaillez avec le Dante, vous savez que dans le Dante Controller, vous avez une remontée automatique de vos périphériques Dante quand vous ouvrez l'outil logiciel. Là, de la même façon, dans le Q6 Designer, vous allez avoir une découverte automatique de tous les produits QSC disponibles sur le réseau, et Atherotech aussi par la même occasion. Et du coup, ça vous permet donc de visualiser vos périphériques, de les intégrer à votre design. Ça vous permet aussi de gérer la mise à jour de l'ensemble du système.
et puis donc de gérer ces fameux envois et récupération d'informations pour le contrôle. Le réseau QLAN, c'est un réseau qui se base sur des protocoles standards I3E, hein, donc on est vraiment tout à fait dans le cadre de ce qui est utilisé dans les organisations pour gérer le réseau informatique. On se base donc sur la couche 3 du modèle OSI. Alors, pareil, je ne rentre pas dans le détail là, mais si vous avez envie d'en discuter plus amont, plutôt, on en discutera en formation. On peut fonctionner soit sur un réseau dédié si c'est une solution simple. On peut faire du réseau convergent. Alors, par réseau convergent, j'entends la possibilité de mixer ça avec, par exemple, plusieurs types de données audio numériques, hein, donc du Dante, du QLAN, du Ravenna. On peut mixer ça éventuellement même dans certains cas avec l'infrastructure du client, mais là, bien évidemment, ça demande un certain niveau de configuration sur ces équipements réseau, puisque nous, on a quand même un impératif en termes de transport de données audio numériques, hein, de pouvoir transporter un flux important de données en continu sur notre réseau. Mais malgré tout ça, donc, tous les commutateurs, pour peu qu'ils soient gigabits et qui correspondent à certaines caractéristiques de base, peuvent être utilisés pour fonctionner avec le QLAN. Donc, soit en autonome sans trop rentrer dans la configuration, soit éventuellement avec plusieurs switches et des configurations des topologies réseau plus évoluées, mais là, bien évidemment, avec un certain niveau de configuration nécessaire. Bien évidemment, on a des documents et des aides qui peuvent vous aider à anticiper tout ça, à en discuter aussi avec les DSI, parce que c'est important de dialoguer avec eux justement sur ces aspects-là. Des fois, le dialogue n'est pas toujours évident, donc on peut aussi vous aider, vous accompagner à ce niveau-là. Pour simplifier aussi cette équation un peu complexe par moment, QSC propose une série de switches préconfigurés, hein, donc issus aussi du partenariat avec Dell. Donc, c'est des switches Dell EMC donc très performants, très fiables, avec bien évidemment des plans de maintenance et des plans de support optionnels qui peuvent être rajoutés à ceux existants par défaut et donc garantir à nouveau continuité de service. Et donc, ces switches sont entre guillemets des solutions plug and play puisque préconfigurées pour pouvoir gérer Dante, AES67 QLAN et le transport de nos signaux vidéo au sein de l'écosystème Q6. Donc, ça permet de réduire quelque part l'apprentissage justement de ces configurations d'équipement qui est un peu en dehors du cadre de notre utilisation audiovisuelle habituelle, et puis de réduire un petit peu le besoin en support technique derrière, puisque c'est un petit peu pré-mâché. Alors, dans une utilisation simple, c'est-à-dire à partir du moment où vous n'avez qu'un seul switch, vous allez pouvoir utiliser donc le 1108P, qui est un 8 ports, dont 4 PoE. Et puis, donc, on dispose aussi d'un modèle 24 et 48 ports qui, là, peuvent être utilisés sur des topologies un petit peu plus complexes. On a ici des connexions SFP qui vont pouvoir même permettre de faire des interconnexions fibres entre ces différents équipements pour faire des topologies réseau plus étendues. Sur ces modèles, donc, le budget PoE correspond à chaque fois à la moitié du nombre de ports disponibles. Hein. Donc, ici, 12 ports PoE sur le 24 et 24 ports PoE sur le 48. Voilà. Et puis donc sur le réseau, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, on a donc ces capacités de redondance complète. Alors redondance réseau, puisque vous voyez qu'ici j'ai bien effectivement un réseau principal et un réseau de secours. Hein, donc bien évidemment, un réseau redondant se compose de 2 équipements réseau mis en parallèle. On ne fait pas de mise en réseau redondante sur un seul switch en faisant des VLAN, ça ne marche pas. Et puis, donc, on a ici 2 équipements core, donc un actif et un passif, et on a de la même façon 2 équipements périphériques, hein, donc on va dire que c'est un IO Bitflex par exemple, un actif et un passif. Et donc, du coup, la redondance dans un système QSC, c'est ni plus ni moins de dire dans le design, j'utilise la redondance, de donner le nom du périphérique de secours, et c'est terminé. Donc, la configuration est on ne peut plus simple pour obtenir en fin de compte une continuité de service. Alors bien évidemment, les machines doivent être identiques, hein, l'actif et le passif doivent être strictement identiques. Donc si vous utilisez un Core 510 par exemple, la composition des cartes dans les 2 machines doit être absolument identique pour que la bascule puisse se faire. Si vous utilisez les processeurs Nano, 8 Flex, 110, évidemment, là c'est des entrées sorties fixes, donc il n'y a pas de problème. Mais si jamais ce processeur-là vient à défaillir pour une raison X ou Y, le deuxième va prendre le relais. Et ce qui est intéressant, c'est que comme tous les réglages sont synchronisés en permanence sur les 2 machines,
la bascule se fait de façon quasiment transparente. Alors, bien évidemment, vous aurez une petite coupure qui va être de l'ordre de quelques secondes. Mais ce qui est intéressant, c'est que le corps qui reprend la main la reprend exactement à l'endroit où s'était arrêté le précédent. Donc, admettons même que vous ayez un fichier audio en cours de lecture sur votre système. Le corps, une fois la bascule effectuée, reprendra la lecture de ce fichier audio. Simple mais efficace. Pour finir donc, cette petite présentation, je vais évoquer rapidement le Q6 Reflect. Alors, le Q6 Reflect, donc l'Enterprise Manager, c'est un logiciel de supervision client-serveur. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir être déployé soit en mode SaaS, donc hébergé sur le cloud. Alors, le cloud, en l'occurrence, c'est celui de QSC, et donc il est hébergé aux États-Unis. Ça va pouvoir aussi être déployé on-premise, donc sur le réseau de la société du client, le réseau du client, l'infrastructure client. Et donc, le client, lui, se connecte via un portail web pour avoir accès donc, à ces remontées d'informations. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est que vous pouvez avoir un retour d'informations de tous vos équipements, où qu'ils se situent, puisque vous enregistrez vos équipements sur le portail, et automatiquement, ils sont ajoutés dans la liste des équipements disponibles dans votre système. Donc là, nous, on a fait ici une petite schématisation. Hein, donc, notre maison mère est située à Nantes. Et donc, nous, ici, nous sommes dans les bureaux parisiens. Et donc, on a des systèmes QSC sur les deux sites. Et donc, dans mon portail Q6 Reflect, j'ai pu ajouter les équipements de l'ensemble de mes deux sites pour avoir une supervision globale et pouvoir être proactif justement sur la maintenance de mes systèmes, puisque j'ai en temps réel une remontée d'informations. Alors, à savoir qu'un système QSC est un des rares systèmes sur la planète aussi à pouvoir éventuellement vous envoyer un petit mail si jamais il détecte qu'il y a un problème. Ça, c'est plutôt intéressant parce que du coup, vous pouvez anticiper et dire à votre client, je ne sais pas si vous avez utilisé l'équipement aujourd'hui, mais si c'est le cas, je vous suggère d'aller voir tel équipement et de me dire comment il se comporte pour justement anticiper les choses et éviter que votre client soit embêté au moment où il en a besoin. Et puis, ce portail va permettre aussi, donc, outre la maintenance préventive, d'accélérer le temps de réponse du support, puisque du coup, comme je le disais, vous êtes éventuellement informé en amont de potentielles problématiques, et puis de pouvoir faire éventuellement de l'assistance à distance, puisque, je vous le rappelle, on a la possibilité de voir les interfaces utilisateurs au travers du HTML, donc elles seront visibles au travers du Q6 Reflect. Et puis, donc, dans le plan de déploiement du Q6 Reflect et dans les versions à venir, puisque je rappelle que ce logiciel-là est en phase de test à l'heure actuelle, n'est pas encore disponible en Europe pour l'instant, puisque la phase de test se concentre sur les États-Unis, mais sera disponible donc courant de l'année prochaine en France. Et dans le plan, dans la roadmap de ce produit-là, donc on a aussi la possibilité de faire du déploiement de design à distance. Qui dit déploiement de design à distance dit aussi la possibilité, au cas où quelque chose se passerait mal, de pouvoir revenir en arrière. Donc, on va pouvoir faire du versionning de la même façon que les informaticiens le font à l'heure actuelle sur leur infrastructure. Et puis, on va pouvoir interagir. Donc, à terme, il est prévu de pouvoir se connecter directement avec le designer sur l'équipement qui est sur le site distant et donc de pouvoir potentiellement faire des modifications en temps réel si jamais il y a besoin d'adapter quelque chose pour convenir aux besoins du client. Voilà, donc cet outil-là n'est pas encore disponible, mais comme je l'ai dit, on sera dispo courant de l'année prochaine. Je n'ai pas encore exactement de date, mais bien évidemment, on communiquera dès qu'on aura plus d'informations. Algam publiera les communications qui vous permettront de prendre connaissance de toutes les capacités disponibles au moment de sa sortie. Voilà, on a fait à peu près le tour de l'écosystème QSC. Donc, je suppose que j'ai essayé d'être le plus informatif possible et de donner plus d'éléments possibles. Mais bien évidemment, sur un équipement de ce type-là, avec toutes les possibilités, je n'ai fait qu'évoquer celles qui correspondent le plus à notre communication unifiée. Il y a bien d'autres possibilités avec ce système-là. Hein, je le rappelle, c'est quelque chose qui nous permet de gérer à la fois de la salle de réunion, mais on peut aller jusqu'à le parc d'attractions ou des sonorisations de tout type. Donc, c'est un système vraiment très évolutif, très facile à adapter à toutes les circonstances.
On va peut-être voir s'il y a encore à nouveau quelques petites questions avant de clore le webinaire. Oui, des questions à ce propos sur le Enterprise Manager. Ouais. Est-il possible de donner un niveau d'accès à son client pour qu'il puisse surveiller son installation? Alors, il y a plusieurs possibilités. Évidemment, sur le portail, vous allez pouvoir créer plusieurs rôles. Hein. Donc, vous, en l'occurrence, vous pouvez vous conserver le rôle administrateur ou le déléguer à un informaticien sur place, puisque le Q6 Reflect ne permet pas de faire de modification de conception. Donc, il n'y a pas fondamentalement de danger à le laisser à disposition du client final, puisque c'est uniquement un outil de supervision. À partir du moment où vous avez verrouillé l'accès au design par un mot de passe, puisque ça c'est tout à fait possible au niveau du designer, votre client final ne pourra pas faire de modifs dangereuses, mais par contre aura accès au portail de supervision et donc pourra conserver un rôle d'administration et donc de création d'utilisateurs, puisque, comme je voulais le dire, on a donc possibilité de créer plusieurs types d'utilisateurs, donc administrateurs ou, comme on va appeler ça, opérateurs, avec un droit de modification des éléments supervisés. Alors, pas du design, hein, mais de l'ajout éventuellement de matériel dans le portail. Et puis, un rôle, on va dire, lecteur simple, qui aura juste accès aux informations, aux remontées d'informations. Et puis, il y a aussi un truc que je n'ai pas évoqué, c'est que le Q6 Reflect, parce que QSC est une entreprise qui croit en l'ouverture de son écosystème. Hein. On l'a vu, hein, on a le Dante natif, on a plusieurs, l'AES67 en termes de réseau audio numérique. On a vu que, alors je ne les ai pas évoqués, mais on a des mécanismes comme certains protocoles qui sont utilisés justement par les services informatiques pour faire de la supervision. Et parmi ces choses-là, donc on a deux choses. On a le protocole SNMP, qui est un protocole qui permet d'envoyer les informations depuis les logs, en fin de compte, du système QSC vers des systèmes de supervision informatique. Et puis, le Q6 Reflect intègre aussi une API qui va permettre, du coup, de créer des liens avec des logiciels comme Nagios ou Splunk, voilà, qui sont utilisés couramment par les services IT, les DSI, pour faire de la supervision. Donc, on a ici plusieurs possibilités, justement, pour pouvoir donner à notre client final un accès à cet outil. Merci. Pour revenir sur le NV32, est-ce que le NV32 supporte 2 flux IP simultanés? Est-ce que le NV32 supporte 2 flux IP simultanés? Ou simultanément? C'est-à-dire deux sources, 2 encodeurs différents ou... Je pense que la question porte sur le décodeur. Est-ce qu'il justement peut... Alors, comme je l'ai dit, sur le décodeur, on peut afficher 2 choses différentes sur l'écran, sur 2 écrans différents. Sur double écran, oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, en fait, ça sous-entend quelque part qu'effectivement, je peux afficher n'importe lequel de mes flux réseau sur n'importe laquelle de ces 2 sorties HDMI. La seule limitation là-dedans, c'est que, j'ai dû le dire à mon couvert, mais on sait gérer 3 flux 1080-60 ou un flux 4K. Donc, c'est-à-dire que si sur votre encodeur, vous sortez sur le réseau 3 flux 1080, vous pourrez effectivement en utiliser 2 sur les 2 sorties HDMI de votre décodeur. Par contre, si vous sourcez un flux 4K de l'encodeur, vous ne pourrez en diffuser qu'un en simultané sur le décodeur. Voilà, j'espère que ça répond à la, oui, très bien. question. C'est exactement ça. Dernière question pour le NV32. Est-ce qu'il peut désembedder et embedder de l'audio de et vers le Dante, vers des flux Dante? Alors, pas directement, mais en fin de compte, comme c'est un périphérique natif de l'écosystème et que le Dante est nativement intégré à l'écosystème, dans le design, dans la conception, rien n'est plus facile effectivement que de récupérer l'audio, alors soit à partir de la source, soit à partir de l'encodeur, soit à partir du décodeur, soit à partir de l'afficheur, puisque tous ces éléments-là correspondent à des composants dans notre design, et du coup d'envoyer ça vers un composant de sortie Dante pour pouvoir le récupérer sur le réseau et l'utiliser ailleurs. Donc oui, la réponse est oui. Merci Philippe pour cette présentation. Nous n'avons pas d'autres questions. Ah bah, j'avais oublié de quelques questions. Est-ce que question de dernière minute? Non, tout est
Tout est sous contrôle? Là, a priori, tous les participants J'ai été sont clair convaincus et concis. Bon, de la solution. ok, bah, c'est tout à fait magnifique. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas d'être resté avec nous tout au long de cette semaine. N'oubliez pas, donc cet après-midi, l'intervention de Jacques et Antoine, donc, qui vont vous parler un petit peu de ces études, comment appréhender les études, comment faire en sorte que ce soit le plus efficace possible. N'oubliez pas non plus mon collègue Bruno Dabar qui va vous présenter cet après-midi, donc je crois que c'est à 17h, va vous présenter donc les solutions Aleniis aussi en termes de matrissage. Aleniis, ça nous a sorti un produit qui est plutôt vraiment performant, basé sur les moteurs audio des consoles d'e-live, mais qui est dédié à l'intégration, qui s'appelle la HM64. Donc Bruno va vous parler de ce produit-là très en détail. Et puis donc je vous remercie encore d'être resté avec nous tout au long de cette présentation. Et je rends l'antenne, donc comme on a dit tout au long de la semaine, à vous les studios, à vous Cognic G.